Je remercie Yves pour avoir autant parlé du champ visuel, finalement. Alors, Oui, tout ce que vous j'ai avez d'ailleurs dit... noté qu'il y avait une petite tentative de déstabilisation avec une dérive vers le dénigrement. Je l'ai bien observé. Alors, en fait, tout ce que Yves vous a dit sur l'OCT, c'est vrai, mais il faut avoir combien d'OCT dans son service, alors que finalement, vous pouvez faire beaucoup de choses avec votre Humphrey ou votre Octopus. Donc là, finalement, l'objectif du suivi du champ visuel, c'est identifier une progression, calculer la vitesse de progression, évaluer l'impact du traitement. La progression, on vous l'a dit, c'est une dégradation significative, structurelle et fonctionnelle, résultant de la neuropathie optique glaucomateuse. Et l'objectif de ce que je vais vous dire, c'est de vous donner un petit peu des éléments qui vont vous faire redécouvrir l'utilité du champ visuel et vous donner des petits éléments pertinents. Alors, bon, l'évolution des déficits glaucomateux, vous les connaissez, c'est les déficits débutants, ils peuvent être diffus, isolés, ça peut être une marche nasale, un scotome paracentral, tout ça conflue et forme des arciformes, des déficits arciformes. Alors, le MGT avait déterminé une progression moyenne d'une durée de 50 ans entre le diagnostic et la cécité et avait identifié des progresseurs lents et des progresseurs rapides. Les facteurs de risque de progression, vous les connaissez, sont des facteurs de risque clinique oculaire, comme une PIO élevée, une myopie forte, ou une cornée fine, ou une hémorragie papillaire, et des facteurs de risque systémiques. Il y a aussi des facteurs de risque, structuraux, notamment associés à une vitesse rapide de progression des déficits du champ visuel. On sait par exemple que les altérations de la papille, notamment quand elles sont focales, elles sont associées à une progression du champ visuel. Et lorsqu'on a une progression d'atteinte structurale, on a également une vitesse de progression élevée au niveau des déficits du champ visuel. Alors il y a des facteurs prédictifs, comme les atteintes du cadran inférotemporal en HRT ou du cadran inférieur en GDX. Et puis c'est vrai, la diminution d'épaisseur du GCC est détectée avant l'apparition des déficits du champ visuel. Ça, c'est vrai. Alors, il y a aussi des facteurs prédictifs périmétriques, notamment au début du suivi. C'est le MD et le PSD. Ça avait été déterminé par le MGT et l'OHTS et confirmé par une dernière étude en 2012. Et là, c'est un schéma très intéressant. En fait, c'est l'étude de Medeiros, qui, à partir d'une estimation du nombre de cellules ganglionnaires réalisées à partir les travaux de Harvert, en tenant compte de l'excentricité, de l'âge, de la gravité, de la proportion des tissus neuronaux et non neuronaux, et il va confronter l'évolution du MD par rapport à l'épaisseur des fibres nerveuses ganglionnaires. Et on voit que dans le glaucome débutant, la structure progresse avant le champ visuel, et dans le glaucome avancé, le champ visuel progresse encore, mais il y a un effet plancher sur la structure. Alors, le suivi du champ visuel, on peut confronter les différents relevés, comparer point par point les valeurs de seuil en décibels, de comparer les indices globaux. C'est difficile. Pourquoi? Parce qu'il y a des fluctuations intertestes liées à l'examen, au patient, à la maladie. Donc, il faut une certaine durée de suivi. Il faut avoir un certain nombre d'examens de façon à pouvoir déterminer une progression qui est une aggravation significative différente d'une simple fluctuation. Alors, la périmétrie automatisée standard, elle vous fournit ces outils, soit des analyses de tendance, soit des analyses d'événements. Donc, les analyses de tendance elles vont vous permettre de suivre les valeurs, par exemple, des indices globaux, comme le MD, et de voir s'il y a des progresseurs lents, des progresseurs rapides. On peut faire des analyses de tendance point par point, ou par cluster, comme le propose l'Octopus dans le programme iSuite, notamment le programme OFA. Donc vous pouvez avoir tous les détails des articles proposés par les docteurs Lefrançois et Dr Bresson-Dumont, qui sont très, très précis, très intéressants. Les analyses d'événements, maintenant, en fait, sont des analyses point par point, où l'analyse va essayer de repérer point par point un changement significatif à partir de 2 champs visuels de référence. Vous connaissez tous le système des triangles. Le dernier type de relevé, c'est le Guided Progression Analysis de Humphrey, avec une partie supérieure qui est dédiée au VFI et une partie inférieure qui est dédiée au GPA événement. Alors, l'index, le Visual Field Index est un indice calculé à partir des valeurs de déviation individuelle. Il est corrigé à partir des valeurs normales de la même tranche d'âge, moins influencé par les troubles du milieu. C'est un index pondéré selon la densité des champs récepteurs ganglionnaires et selon le phénomène de magnification spatiale du cortex occipital. Il est exprimé en pourcentage. C'est une capacité visuelle périmétrique résiduelle. Donc c'est un indice
complètement pertinent. Et lorsqu'on va analyser l'évolution des valeurs de VFI, on sait que l'évolution périmétrique du glaucome suit une loi de régression linéaire la plupart du temps. Eh bien, quand on met les uns après les autres, les unes après les autres, les valeurs de VFI, on peut calculer un taux, une vitesse de progression et faire une extrapolation sur les 3 à 5 années suivantes. L'analyse d'événements du GPA associe maintenant délivre maintenant un message d'alerte, donc aucune progression, progression possible ou progression probable. Alors, les analyses de tendance et d'événements sont complémentaires. Vous avez au niveau des analyses de tendance, ce sont des aperçus d'ensemble qui dégagent une tendance, qui permettent d'évaluer l'impact du traitement, qui permettent une projection dans le moyen terme et une anticipation. Le VFI, on l'a dit, est un indice précis, pondéré, utile dans les glaucomes très avancés. Les analyses d'événements vont être utiles pour signaler une progression récente, et également pour le suivi des déficits localisés, notamment ceux qui sont proches du point de fixation, quand il y a une menace du point de fixation. Elles nécessitent un peu plus de 3 examens. Alors, quand on analyse le VFI par rapport au MD, donc il y a de bonnes corrélations, de bonnes concordances. Le VFI a tendance à sous-estimer les déficits excentrés, mais il est moins influencé par la transparence des milieux. Quand on compare entre VFI et les analyses d'événements du GPA, les corrélations sont moyennes. L'analyse d'événements détecte plutôt les changements. Et alors, si on compare les analyses statistiques, donc de tendance ou d'événements, avec des experts cliniques, bon, on voit que c'est à peu près les mêmes résultats et que ça prend beaucoup moins de temps et que c'est beaucoup plus pratique en utilisant ces outils statistiques. Alors, il y a Medeiros qui propose une combinaison entre tendance et événements en suivant un modèle de calcul bayésien, et ce qui permet d'avoir un outil plus performant, plus sensible et plus spécifique. Donc, les recommandations, vous les connaissez, donc toujours utiliser la même stratégie. Faire au moins 3 tests par an pendant 2 ans. En pratique, ce n'est pas si simple, parce que là, ici, on a un VFI qui augmente. C'est un effet d'apprentissage. Ici, on a une progression difficile à mettre en évidence. Le VFI est trop fluctuant pour faire une pente significative. Bon, l'analyse d'événements nous montre une absence de progression, donc c'est plutôt rassurant. Ici, c'est un bon cas, un long suivi, de nombreux examens. On a une pente significative. La progression, l'analyse d'événements fonctionne bien, donc on a une progression récente probable. Et puis il y a des cas où les analyses se révèlent utiles. Par exemple, quand on a une chute de la dernière valeur du VFI, eh bien, on ne peut pas calculer une pente de façon significative, et finalement l'analyse d'événements va être utile, qu'elle nous dit finalement il n'y a pas de progression récente, néanmoins par prudence on va recontrôler l'examen. Dans ce cas-là, on a un VFI en diminution, mais la pente est non significative parce que le suivi est trop court et qu'il y a peu d'examens. Et c'est là où l'analyse d'événements va être utile. Elle va nous rassurer, il n'y a pas de progression récente. Alors, dans le glaucome débutant, on a dit que la structure progresse avant le champ visuel, c'est vrai. Néanmoins, on peut réaliser des périmétrie non conventionnelle, comme le bleu-jaune et le FDT Matrix, qui détectent des déficits avant le 24-2 blanc-blanc. Et je voudrais vous parler du scotome central, c'est une atteinte précoce des cellules ganglionnaires rétiniennes maculaires. Elle est bien connue, mais elle passe souvent inaperçue. Pourquoi? Parce que les points centraux sont espacés de 6 degrés avec les stratégies 24-2 et 32. Avec l'octopus, on a des points espacés de 2,8 degrés, d'où l'utilité de prescrire des 10-2, parce que les points centraux sont espacés de 2 degrés. En 1997, Langarost avait déjà noté que 36% des glaucomes suspects ou débutants avaient un déficit au 10-2. L'an dernier, à l'Arvo, Trenis avait montré que 15% des glaucomes suspects et débutants avec un 24 de normal présentaient un déficit au 10-2. Et Schiffer montre que 50% des glaucomes débutants modérés ont des déficits dans les 3 degrés centraux. Alors, le dernier, Hood, dans son article de 2013, publie une étude intéressante où il confronte RNFL, cellules ganglionnaires et 10-2 sur les sujets normaux et glaucomateux, et il établit des correspondances entre le déficit du champ visuel généralement arqué et supérieur, une atteinte localisée des RNFL en temporal inférieur, avec un amincissement du GCC en moitié inférieur. Alors, il établit qu'en fait, la partie inférieure de la macula est plus vulnérable puisque les GCC vont se projeter sur le pôle inférieur de la papille,
donc elles seront plus vulnérables. Au contraire, la partie supérieure et médiale de la macula est moins vulnérable car le CGR se projette sur le cadran temporal qui est longtemps préservé. Donc devant un glaucome prépérimétrique avec des atteintes débutantes en RNFL et GCC, faire un 10-2 systématique et suivre la progression du déficit justa-central en 10-2. À l'inverse, dans le glaucome avancé, eh bien, au-delà des déficits, au-delà de moins 20 décibels, eh bien, l'épaisseur du RNFL reste constante, puisqu'on a juste du tissu non neuronal. Par contre, il y a des fluctuations importantes de la périmétrie automatisée. Dans le glaucome avancé, donc on a un effet plancher de la structure, mais le champ visuel progresse encore. Là, quelques cas pratiques. Ici, un glaucome avancé. Donc, on voit que les fibres nerveuses rétiniennes sont très amincies en OCT. Au GCC, le suivi est encore possible. Au champ visuel, la progression est difficile à mettre en évidence. Le VFI paraît stable, mais la durée du suivi est trop courte. Le nombre d'examens est insuffisant. Le taux de progression est non calculable. Et l'analyse d'événements est utile. Elle va vous dire que, finalement, il n'y a pas de progression. Mais là, le 10-2 est indispensable pour suivre le déficit et surveiller donc la menace du point de fixation. Dans ce cas-là, on a également une diminution importante des RNFL. Le GCC est très altéré et on voit que le suivi va être difficile. La progression du champ visuel est difficile à mettre en évidence. Donc on fait un VFI, mais la durée du suivi est trop courte. L'analyse d'événements nous dit qu'on a une absence de progression récente, mais là, le 10-2 est également indispensable. Là, un cas de glaucome très avancé, où on a un îlot central, on a une disparition quasi complète des RNFL, on voit bien que l'OCT sera un peu dépassé. Le VFI est effondré, le suivi est trop court, l'analyse d'événements impossible, il n'y a que le 10-2 pour faire le suivi, et puis le Goldman. Ici, un autre exemple, où on a une disparition des RNFL supérieure et inférieure, un reliquat nasal et temporal, le VFI est impossible. L'analyse d'événements est dépassée et finalement, il n'y a que le Goldman. De même ici, un glaucome très avancé où les analyses de progression sont impossibles. Le suivi sera nécessaire et indispensable par 10-2, mais il faut savoir qu'il est difficile à réaliser, qu'il est plus long, et avec de nombreuses pertes de fixation, de faux positifs, de faux négatifs. Et finalement, c'est le dernier recours et le champ visuel de Goldman, avec cependant une condition, que ce soit un opérateur entraîné et toujours le même opérateur. En conclusion, pour un bon suivi de progression, obtenir des champs visuels fiables, réaliser rapidement au moins 3 champs visuels par an pendant les 2 premières années. Dans les glaucomes débutants, les suivre avec un 10-2. Dans les glaucomes modérés, que ce soit OCT ou périmétrie, peu importe, les outils statistiques sont très utiles. Tenir compte toujours des événements médicaux entre chaque visite, s'il y a eu un trouble du rythme, un infarctus ou un accès hypertensif. Et dans les glaucomes très avancés, le 10-2 est indispensable. On peut aussi passer en taille 5 parce que l'examen est plus facile. Il améliore les indices de fiabilité. Et puis, ne pas oublier le Goldman. J'espère vous avoir démontré que le champ visuel est encore utile pour le suivi. Je vous remercie.